Avec 5 autres personnes, on a créé l'association Bâtir en Balle en 2015. Et moi, je travaille sur la balderie depuis 2012 à peu près. Depuis quelques années, je consacre à peu près la moitié de mon temps à Bâtir en Balle, dont le but c'est de développer l'usage des balles dans le secteur de la construction, et en commençant par l'isolation. Et dans l'isolation, en commençant par le remplissage vrac, et en poursuivant progressivement sur les bétons allégés. Euh, les balles font partie d'un ensemble un peu plus grand, donc c'est les granulats vrac. Et dans cet ensemble-là, les balles sont les seules à ne pas être issues du broyage d'un végétal. Donc elles ont une place à part qui méritait qu'on crée une structure qui se consacre enfin, intégralement au sujet. Les balles, ce sont les enveloppes qui protègent les graines pendant leur croissance. Pour bien visualiser les choses, quand on est au collège ou au lycée, on mange des pipasses. Et ce qu'on fait, en fait, c'est décortiquer du tournesol pour séparer la coque de tournesol de la graine. Pour le riz ou le petit épeautre, le grand épeautre, on ne parle pas de coque, on parle de balle. Et c'est pour ça que l'association qui s'occupe de ces matériaux-là, ben, on l'appelait Bâtir en balle. À la base, moi je suis ingénieur, j'ai bifurqué vers l'éco-construction aux alentours de 2010. Et je me suis rendu compte que je pouvais être utile à la société en faisant la passerelle entre le monde agricole, dont je viens, et le monde du bâtiment. À l'époque, j'ai pu constater que globalement, les Français ne connaissaient plus grand-chose au monde agricole. Et une des choses qui m'a marqué, et qui était à la fois navrante, pour moi, c'était de voir que bien souvent, les gens avec qui je discutais connaissaient absolument pas la différence entre du foin, l'usage du foin, et celui de la paille. Quand je leur disais qu'on pouvait isoler tous les bâtiments de France, qu'il y avait suffisamment de paille en France pour isoler avec ce matériau, on me disait que si on faisait ça, il y aurait plus de nourriture pour les animaux. Et là, je me suis dit waouh. Et c'est peut-être ça qui a été le déclic pour changer de vie professionnelle et pour commencer à travailler à la frontière entre deux secteurs d'activité qui ont tout intérêt à bosser ensemble, mais qui sont chacun dans leurs habitudes et dans leur coin et qui en fait se connaissent absolument pas. Donc quand j'ai posé mes valises dans le sud-est, j'ai découvert la balderie, coproduit, sur lequel personne n'avait vraiment bossé. Donc tout était inventé. Et depuis ce temps-là, mon quotidien, d'abord ça a été beaucoup de la balderie. Et puis, depuis plusieurs années déjà, je travaille sur toutes les balles. Donc c'est un mélange de plein de sujets. Ça va de l'ingénierie à la formation, en passant par du conseil, de la communication, de la documentation, des contrôles qualité, etc., etc., etc. Aux alentours de 2012, j'ai rencontré Étienne Mabille, un décortiqueur de petit épeautre, qui avait eu la bonne idée, plusieurs années auparavant, de nettoyer sa balle pour la valoriser d'abord en coussin et puis essayer de la valoriser en isolation, en remplissage vrac. Et de mon côté, moi je travaillais sur la même chose, sur le riz. Moi j'étais pas du tout décortiqueur, mais j'avais pour idée d'essayer d'amener la balle de riz sur le secteur de l'isolation. Et à partir du moment où on a pris conscience que les balles se ressemblaient en termes de caractéristiques et en termes de mise en œuvre, on a décidé de fil en aiguille avec d'autres personnes de créer Bâtir en balle. Notre travail, c'est donc de faire la passerelle entre le monde agricole qui a des ressources et le monde du bâtiment qui a des besoins mais aussi des contraintes. Et de faire ça sans arrière-pensée, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à s'imposer comme un intermédiaire, comme un réseau de distribution, c'est pas notre rôle. Notre logique, c'est de créer des revenus complémentaires au monde agricole en les accompagnant, en les aidant pour qu'ils puissent produire un matériau de qualité qui peut trouver de nouveaux usages en dehors du monde agricole, dont l'isolation des maisons. Et le bonus, c'est qu'avec ces matériaux-là, on peut en plus de faire des économies d'énergie, on peut stocker du carbone. Mais pour faire la passerelle, il faut bien comprendre les contraintes et les habitudes de chacun de ces deux mondes. Par exemple, le monde agricole a l'habitude de parler en tonnes quand il vend de la paille, quand il vend un matériau. Mais le monde du bâtiment, quand il veut isoler quelque chose, il parle en mètres cubes. Alors là, notre rôle, c'est par exemple de faire une calculatrice en ligne, enfin, qui est en accès libre,
pour faciliter la compréhension entre ces deux mondes-là et pour éviter les erreurs de commande, par exemple. Donc, notre modèle s'adapte complètement au matériau, à son mode de production, et pas l'inverse. On ne cherche pas à caler un modèle standard sur un matériau si c'est pas adapté. Donc, on a du tout inventé euh, sur la question. Et dès l'origine, on s'est placé sur une logique de vente directe, plutôt que de chercher à intégrer des réseaux de distribution du bâtiment. Tout ça pour laisser les marges dans le monde agricole. C'est bien notre but, et ça le restera. Et très vite aussi, on a décidé de se placer dans une logique collective et une logique open source. Euh, mais clairement, il fallait rester en phase avec les attentes et les contraintes du monde du bâtiment, notamment en termes de caractérisation. Et progressivement, ben, on fait caractériser les matériaux. Et par exemple aujourd'hui, donc on est en 2022, la balle de riz est super bien caractérisée. Les autres balles encore un peu moins parce qu'il faut trouver des budgets. Mais sur toutes les balles, on a une nomenclature produit, on a des protocoles de contrôle qualité, on a des vidéos qui expliquent tous ces protocoles-là pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. On forme des professionnels. Et aujourd'hui, bah, on arrive à placer des balles sur des chantiers publics. Et sans ce travail préliminaire, ça n'aurait pas été possible. Comment on décortique? Alors, pour l'expliquer, je vais faire un parallèle. Tous les enfants grandissent dans le ventre de leur mère. Et toutes les graines grandissent, elles aussi, dans une enveloppe. Et cette enveloppe, elle est destinée à les protéger des agressions extérieures pendant leur croissance. Donc pour les graines, c'est la pluie, les UV, le vent, les oiseaux, etc. Donc les balles, ce sont des petites forteresses qui sont naturellement robustes. Et le monde du bâtiment est prêt à intégrer le végétal dans ses pratiques, mais à une condition, c'est la robustesse. Et pour ça, les balles sont de très bonnes candidates. Donc avant de pouvoir manger une graine, il faut la décortiquer de toute façon. Il faut la déshabiller. Soit ça se fait au champ par la moissonneuse-batteuse, soit ça se fait en atelier. Donc on appelle les ateliers de décortiquage. Et quand on le fait en atelier, on peut récupérer la balle, on peut la nettoyer, et à partir du moment où la balle devient suffisamment propre, on peut imaginer en faire plein de choses. Quand on décortique le grain, la balle va partir d'un côté et le grain de l'autre. Et dans la balle, il va toujours rester un peu de grain. Donc le premier travail à faire si on veut valoriser la balle, ça va être d'enlever le plus possible de grains. Les grains, c'est la partie sensible à l'humidité et c'est aussi la partie appétante. Les grains, ils vont intéresser des petits insectes comme les charançons qui à la fois vont se nourrir des grains et qui vont aussi pondre leurs larves dans la graine. C'est pour ça qu'on surveille de près la quantité de grains qui restent dans les balles, de sorte qu'on ne soit pas embêté sur les chantiers. Si vous utilisez une balle qui n'a pas été nettoyée pour vos travaux sur votre chantier, vous vous exposez à voir apparaître ces insectes chez vous après le chantier. C'est pas ce qui va faire diminuer la performance isolante du matériau, mais s'il y a quelques larves de charançons, d'insectes dans les graines qui restent dans la balle, ils vont pouvoir se développer. Et quand il n'y a plus assez de grains à manger ou plus assez de grains dans lesquels ils vont pondre leurs larves, eh bien, les insectes vont chercher à sortir de la paroi. Et c'est comme ça qu'ils vont toujours trouver un petit trou, parce que l'étanchéité à l'air, c'est jamais quelque chose de parfait. Donc ils vont venir vous embêter à l'intérieur de la maison. Ça passe avec le temps, mais si on peut éviter d'avoir à gérer ça, c'est pas plus mal. Donc s'il vous plaît, utilisez de la balle nettoyée sur les chantiers. Et comme on est un peu perfectionniste, on demande aussi au décortiqueur d'enlever un maximum de parties fines et de poussière de la balle pour que le matériau soit agréable à travailler pour les opérateurs sur les chantiers ou dans les ateliers de préfabrication. C'est ce matériau-là que vous allez utiliser, donc qui est doublement nettoyé sur les grains et sur la poussière. C'est ça que vous allez utiliser sur les chantiers. Par rapport à la botte de paille et donc au RFCP qui s'occupe de la filière, on a un travail supplémentaire à faire auprès du monde agricole.
C'est-à-dire que la botte de paille, moyenne densité, elle est déjà là, elle était déjà là, et elle est déjà produite par le monde agricole, et elle est utilisable en l'état à partir du moment où on a fait un contrôle qualité et qu'elle a passé le contrôle qualité avec succès. Nous, ce qui sort du décortiquage, les balles, en l'état, elles ne sont pas utilisables, il faut les nettoyer. Euh, Ça paraît simple de le dire, mais en pratique, avant ça, il faut d'abord convaincre les décortiqueurs, chaque décortiqueur, de modifier son installation pour intégrer le nettoyage. Et ça implique un investissement financier, euh, alors que le marché de l'isolation en granulat vrac existe à peine et que ça reste confidentiel. Donc ça, c'est compliqué. Il faut dérisquer leur investissement et ça veut dire qu'il faut trouver possiblement des financements publics pour dérisquer leur investissement. Euh, c'est la partie qui est invisible pour le monde du bâtiment, alors qu'elle est essentielle pour nous. Et le monde du bâtiment, il va plutôt nous demander quand est-ce que vous avez un avis technique. Euh, Alors que nous, la priorité, elle est côté monde agricole, pour être certain que sur les chantiers, on utilise des balles qui ont la qualité requise pour que ça se passe bien. Et un chantier qui se fait avec un matériau qui n'est pas adapté, c'est un chantier potentiellement un problème. Et les problèmes, on va les voir quelques années après. C'est aussi pour ça que le contrôle qualité, par exemple, c'est un contrôle qualité qui est à la fois low-tech et low-cost. Le but, c'est que tous les artisans, tous les autoconstructeurs de France puissent s'en emparer et le réaliser, pour être sûr que sur les chantiers, ça va bien se passer. Sur la mise en œuvre, là aussi, tout était à créer, tout simplement parce que personne ne s'était vraiment penché sur la question de l'isolation en granulat vrac, que ça soit en déversement ou en insufflation. Euh, Nous, pour l'instant, on travaille essentiellement sur le déversement, dans des parois à plat, donc ça veut dire plancher bas, plancher intermédiaire, toiture terrasse, mais aussi les toitures à faible pente. Et il y a des entreprises qui font aussi la préfabrication de murs en atelier, donc c'est possible aussi. Euh, où on en est sur les balles, pour l'instant, donc, on n'a pas de règles professionnelles, on a écrit des fiches de préconisation de mise en œuvre qui sont en accès libre. Le contrôle qualité tient la route, on a la nomenclature, il y a de la formation pro-balle qui permet de former des artisans et futurs artisans. Mais clairement, ce que j'aimerais vraiment, c'est que tout ça puisse évoluer à l'avenir pour intégrer les autres granulats biosourcés, parce qu'ils sont déjà présents sur les chantiers, et faire en sorte qu'on ait une seule et une même règle, des mêmes fiches pour tous les granulats. Les granulats dont je parle, c'est la chaîne vote, la nadelin, tout ce qui est liège en vrac, peut-être même les copeaux, et plus globalement toutes les tiges broyées. A priori, par contre, il n'y aura jamais d'avis technique sur les balles, pour une raison assez simple, c'est qu'un avis technique, ça ne peut pas être porté par une filière, donc ça ne peut pas être porté par Bâtir en Balle, ça ne peut pas non plus être porté par un rassemblement de filières. Donc s'il y a un avis technique un jour, ça viendra d'un gros décortiqueur qui pourra financer la démarche, mais pour lui uniquement, pour son produit uniquement, et pas du tout pour les produits similaires qui seraient fabriqués chez, par exemple, des petits décortiqueurs. Donc nous, on trouve ça pas hyper vertueux et très cher pour le résultat. Et on préfère aller lentement mais sûrement vers des règles professionnelles qui pour le coup vont servir à tout le monde, aux petits comme aux grands. C'est clairement pas la voie la plus simple, mais c'est la plus passionnante et on pense la plus vertueuse. Pour arriver à démocratiser tout ça, je pense que la première chose, c'est de mener un travail en interfilière, à savoir qu'on est petit, donc il ne faut pas rester dans son coin. Euh, et donc il faut réseauter avec toutes les filières de France qui bossent sur des concepts similaires. L'isolation en vrac, c'est un sujet qui est finalement très récent, si on essaie de prendre un peu de recul. Euh, pour ce qui est des fibres courtes, la Watt a su s'imposer, a su faire bien les choses. Mais par contre, pour ce qui est des granulats, le bâtiment va devoir s'acclimater à ces nouveaux matériaux, mais c'est toujours plus long que prévu.
Et pourtant, le vrac, que ce soit des granulats ou des fibres, c'est vachement pratique parce qu'on fait ce qu'on veut en termes d'ossature. Et pour une fois, c'est pas l'isolant qui impose sa loi en termes d'anthrax ou en termes d'épaisseur. On est beaucoup plus libre avec le vrac qu'avec des isolants semi-rigides ou rigides. Euh, et maintenant, en plus de la Watt, il y a la paille hachée qui arrive progressivement sur le marché. Les techniques sont en maturation. Et c'est une bonne nouvelle parce que ce que font les autres filières sur ces travaux-là, sur l'insufflation, euh, ça va permettre de tester, de développer les souffleuses qui étaient utilisées donc pour de la Watt, mais les tester sur des granulats et des fibres qui vont être plus lourdes que la Watt. Et parmi ces souffleuses-là, il y aura les souffleuses qui permettront de souffler des granulats vrac. Alors que nous, à partir du moment où on est tout petit, c'est des choses qu'on n'aurait pas eu les moyens de faire, ni humainement, ni financièrement. Et j'espère aussi qu'un jour, avec les autres filières, on arrivera à définir des règles en commun, donc des règles de conception et de mise en œuvre, parce que tout ça, ça facilitera la vie des artisans et des concepteurs, des clients. Ça serait vraiment bien aussi que les artisans puissent être formés en une seule fois sur toutes les techniques granulats et fibres courtes pour avoir une seule référence. Ça prendra du temps à se mettre en place, mais c'est faisable. Et on commence à le faire avec le collectif des filières. On a mis en place la formation bâtisseur biosourcé, avec un bloc qui est dédié aux filières sèches. Et je pense déjà que ce bloc-là, il mériterait d'être étoffé et d'être plus long pour mieux traiter tous les granulats et fibres courtes. Le but, c'est qu'un artisan qui est formé pour mettre en œuvre les balles, par exemple, il puisse aussi mettre en œuvre les autres matériaux, tout simplement parce que localement, ça sera peut-être les autres matériaux qui seront la meilleure réponse. Et ça dépendra de chaque chantier, de chaque territoire. Une autre voie pour démocratiser, c'est la préfabrication, parce que tout le monde n'est pas autoconstructeur et tous les contextes ne sont pas adaptés à faire de la construction directement sur le chantier. Sur les balles, au départ, on avait des entreprises qui faisaient uniquement de la maison individuelle et on était sollicité sur des projets où on nous demandait de faire des murs manteaux en balles de riz et on ne savait pas répondre. Et tout ça, c'est en train de se régler justement au travers de ces premières sollicitations, parce qu'il y a des entreprises qui se sont mis et qui ont osé aller vers ces solutions-là. Ce qui fait que aujourd'hui, on a quelques entreprises qui savent faire de la préfabrication, essentiellement des planchers ou toitures, terrasses. Un grand merci à elles et un grand merci aux porteurs de projets parce que ça permet de faire évoluer les solutions et progressivement ça se développera. Une autre voie pour démocratiser, à mon avis, c'est d'arriver à, même si tout à l'heure je disais que on cherche à faire de la vente directe, il y a quand même un réseau de distribution qui est assez inexploré aujourd'hui pour les matériaux du monde agricole, c'est les coopératives agricoles. Et eux pourraient permettre de livrer sur les chantiers, par exemple, des petites quantités de matériaux pour les petits chantiers. Dans les coopératives, on va déjà trouver des bottes de paille, on va déjà trouver de la chaîne vote, on va trouver des paillassons de roseaux, on va trouver plein de choses. Et je suis persuadé que les artisans, un jour, trouveront pas mal de matériaux qui sont déjà distribués dans les coopératives agricoles, et ça va devenir un nouveau réseau de distribution. En tout cas, voilà, ça fait partie de ma liste au Père Noël, et j'espère que ça, on arrivera à le développer, parce que dans les milieux ruraux, on trouve parfois plus facilement des coopératives agricoles que des réseaux de distribution de produits du bâtiment. Je pense que vous l'avez compris, à mon avis, l'avenir de l'isolation passe peut-être en partie, et peut-être en grande partie, par tout ce qui est granulat vrac et fibres courtes, et qu'on a tous intérêt à bosser ensemble dès maintenant. Et à le faire dans une logique vraiment collective pour avoir peut-être des règles professionnelles. Je ne sais pas si ça se traduira sous ce format-là, mais d'avoir quelque chose qui va faciliter la vie des artisans. Donc une seule interface sur tous ces produits-là,
avoir les formations en commun, etc. Et en veillant dès aujourd'hui à imaginer intégrer dans le process d'autres filières que celles auxquelles on pense aujourd'hui parce qu'elles sont déjà actives. Mais il y aura des nouveaux matériaux, des nouveaux broyats de tiges qui ne sont pas encore développés parce qu'il n'y a pas de filières qui se sont mis sur la question, qui travaillent sur la question. Et si on arrive à faire ça, bah, ça sera vraiment super. Donc je croise les doigts pour que tout ça, ça se passe bien. Bah voilà, je crois que j'ai terminé pour cette fois. Merci bien de m'avoir écouté. À bientôt.